Dans une petite commune tranquille du nord de la France, les habitants pensaient tout connaître les uns des autres. Mais derrière les volets d'une maison beige, un secret a grandi dans le silence pendant plus de 10 ans. Pas de cris, pas de rire d'enfants. Seulement une lumière vacillante dans la cave et une odeur persistante de renfermé. Ce qu'un simple technicien va découvrir, un matin de janvier 2018, dépassera tout ce qu'il pouvait imaginer. Une histoire vraie. Une horreur cachée sous les apparences d'une famille ordinaire. Avant de plonger dans ce mystère, un petit geste peut tout changer. Abonne-toi et aide-nous à faire grandir cette chaîne pour des histoires encore plus terrifiantes. Voici le cas Delcourt, un drame familial que la France n'a jamais voulu regarder en face. Le père s'appelait Jean Delcourt, 54 ans au moment des faits. Ancien électricien, discret, solitaire, presque effacé. Dans son quartier de Béthune, tout le monde le décrivait comme un homme poli, un peu bizarre, mais sans histoire. Depuis la mort de sa femme en 2006, il vivait seul dans cette maison modeste, toujours les volets fermés, la voiture jamais lavée, le jardin envahi d'orties. On le voyait parfois sortir très tôt le matin, un sac plastique à la main, marcher jusqu'au centre-ville, puis disparaître plusieurs heures. Personne ne savait qu'au sous-sol, juste en dessous de cette routine tranquille, vivait quelqu'un d'autre. Une présence muette, invisible. Un souffle léger qu'il croyait maîtriser, mais qui, au fil des ans, allait tout détruire. Le 17 janvier 2018, un technicien d'Enedis est envoyé chez Jean Delcourt pour une simple vérification de compteur. Rien d'inhabituel. Si ce n'est que la maison ne répond à aucun appel depuis plusieurs semaines. Lorsqu'il arrive, il trouve les volets clos, la boîte aux lettres débordante de publicité et un silence presque trop parfait. Il frappe, appelle, attend. 1 minute, 2, puis il remarque cette odeur. Pas celle de la mort, non. Mais une senteur lourde, humide, mélange de poussière, de moisissure et de quelque chose de plus ancien. Jean finit par ouvrir, torse nu, sous un pull troué, les yeux rougis. Il s'excuse, parle vite, nerveusement. « Ah, vous savez, la cave est humide, c'est à cause des tuyaux. » Le technicien, gêné, entre quand même. La maison semble figée dans le temps, des journaux de 2009, un calendrier jamais changé, et sur la table, 3 bols, 2 vides, un encore plein. Quand Jean s'éloigne pour chercher un document, l'homme remarque une porte au fond du couloir. Une vieille porte de cave, verrouillée par 2 cadenas rouillés. Un dessous, un léger courant d'air. Par réflexe, il baisse les yeux. Sur le sol, entre les carreaux sales, quelque chose bouge. Une ombre. Non, pas une ombre. Une main. Blafarde, fine, tremblante. Elle s'est glissée par un interstice de la porte, comme pour appeler à l'aide. Le technicien recule brusquement, heurte une chaise. Jean surgit aussitôt, pâle, furieux. « Ne touchez pas à ça, c'est dangereux là-bas, c'est un problème de plomberie. » Mais la voix trahit la panique, un frémissement court dans ses mots. L'homme s'excuse, note mentalement l'adresse, puis s'en va. Dans la rue, il respire profondément, incapable d'effacer l'image de cette main. Le soir même, il signale l'incident à son supérieur. Et 2 jours plus tard, la police se présente chez Jean Delcourt. Personne ne sait encore ce qu'ils vont découvrir, mais dès qu'ils descendront ces quelques marches de béton, le silence de 10 ans va enfin éclater. Ce 19 janvier, à 8h42, la gendarmerie de Béthune reçoit un appel anodin. Une vérification de sécurité, selon le rapport. 3 agents se rendent sur place, accompagnés d'un voisin qui a accepté d'ouvrir le portail. L'air est sous-glacé et tout semble figé. Le jardin, les rideaux tirés, la façade lépreuse. Une des gendarmes, Caporal Béranger, raconte. On avait cette impression que la maison nous observait, comme si elle savait qu'on allait entrer. À l'intérieur, tout respire la négligence. Une odeur sucrée et amère à la fois colle à la gorge. Les policiers fouillent lentement, pièce par pièce. Rien, si ce n'est une photo sur le buffet, un homme, une femme et un enfant, 6 ans peut-être. Le cadre est fendu, comme si quelqu'un l'avait jeté contre le mur. En bas du couloir, la fameuse porte de cave, 2 cadenas rouillés, un loquet tordu. Jean Delcourt tremble. Il répète qu'il y a un problème d'humidité, qu'il vaut mieux ne pas descendre. Mais ses yeux disent autre chose. Les agents échangent un regard, puis forcent la serrure. Le premier pas dans l'escalier provoque un frisson collectif. L'air devient lourd, presque liquide. Des toiles d'araignée collent aux joues, un goût de fer dans la bouche. Une ampoule nue vacille au plafond, oscillant comme un pendule au moindre souffle. Au fond, un bruit. Faible, répétitif. Tape, tape, tape,
Ce n'est pas un tuyau, ni une machine, c'est humain. L'un des agents s'approche, lampe torche levée. Il découvre une cloison de planches scellée au ciment. De l'autre côté, quelque chose bouge. « Y a quelqu'un » Silence. Puis un souffle. « Papa » Un murmure d'enfant, rauque, hésitant. À cet instant, tout s'arrête. Le temps, la logique, la raison. Jean Delcourt s'effondre, les mains sur les oreilles, criant « Elle devait pas parler. Vous comprenez pas, c'était pour son bien. » Les gendarmes brisent de la cloison. La lumière se répand dans une pièce minuscule où une odeur de sueur et de moisissure explose. Sur un lit de fortune, une silhouette maigre, recroquevillée. Une jeune fille. Les cheveux longs, la peau translucide, les yeux brûlés par la lumière. 10 ans d'obscurité, 10 ans à attendre que quelqu'un ouvre cette porte. Les gendarmes allument ça à la lampe. La lumière tranche l'obscurité, révélant une pièce d'à peine 6 mètres carrés. Les murs sont tapissés de papier journal, collés les uns sur les autres jusqu'au plafond. Le sol est couvert de vieux jouets cassés, d'assiettes sales et d'une couverture d'enfants déchirée. La jeune fille fixe les agents sans comprendre. Ses pupilles se contractent, son corps tressaille à chaque bruit. « Comment t'appelles-tu » demande l'un d'eux doucement. Un silence, puis un souffle. « Élise ». Sa voix semble venir de très loin, rouillée, étranglée. Elle a 15 ans. 15 ans, mais en paraît 8. Les gendarmes remarquent un petit carnet posé sur une caisse en bois. À l'intérieur, des dessins d'enfants, un soleil, une maison, un visage de femme, toujours le même. Au dos, un mot griffonné des centaines de fois, « Maman ». Sur une étagère, une boîte en fer rouillé. À l'intérieur, une mèche de cheveux, un collier cassé et une photo jaunie de la mère, morte depuis 2006. Quand il remonte, Jean Delcourt est assis dans le salon, immobile. Il sourit. « Vous l'avez trouvée, hein » dit-il calmement. « Elle n'était pas prête pour le monde dehors. J'ai voulu la protéger. C'était mon devoir. » Le ton est presque tendre, les enquêteurs le laissent lui parler. Ses mots s'écoulent lentement, comme un poison. Après la mort de sa femme, Jean avait peur qu'on lui prenne sa fille. Les services sociaux le surveillaient, les voisins s'inquiétaient. Alors, une nuit, il a tout simplement fermé la porte. Il descendait chaque jour, apportant un peu de nourriture, parlant à travers la cloison. Je lui lisais des histoires, je lui disais que dehors, c'était dangereux. Elle m'a cru, elle m'a toujours cru. Les gendarmes notent chaque mot. L'odeur de renfermé colle à leurs uniformes. L'un d'eux sort pour vomir dans le jardin. En remontant le dossier, ils découvriront que Jean avait fabriqué un faux certificat scolaire, inventé des courriers d'une école imaginaire et inscrit Élise comme scolarisée à domicile. Pendant 10 ans, personne n'a rien vu. Et elle, dans son sous-sol, a grandi dans une nuit perpétuelle, convaincue que la lumière brûlait les gens comme il le lui disait. Quand les secours l'emmenèrent, elle ne regarda jamais le ciel. Elle ferma les yeux et murmura « Papa va me punir ». Cette phrase-là, selon les témoins, a glacé toute la pièce. Après la découverte, le quartier est resté figé pendant des jours. Les journalistes campèrent devant la maison, mais personne ne parlait. Les rideaux des voisins restaient clos, les enfants ne jouaient plus dehors. Le nom Delcourt était devenu une ombre, un mot qu'on chuchotait sans oser le prononcer. Élise fut hospitalisée dans une unité spécialisée à Lille. Son corps s'est réhabitué à la lumière, lentement, comme une plante qu'on sort de la terre après trop d'années. Mais sa voix, elle, ne revenait pas. Les médecins parlaient d'un mutisme post-traumatique, d'une fracture psychique profonde. Jean Delcourt, lui, ne dit plus rien non plus. Lors de son arrestation, il s'était muré dans le silence, fixant un point invisible. Le psychiatre raconta plus tard qu'il croyait toujours entendre des pas dans le couloir, comme si sa fille l'attendait derrière la porte. Quelques semaines plus tard, il fut retrouvé pendu dans sa cellule, un fil électrique autour du cou. Sur le mur, au-dessus de la cuvette, il avait écrit au crayon « Je l'ai protégée du monde. Maintenant, c'est le monde qui va la dévorer. » Après cela, les caméras sont parties. La maison a été murée, vendue, oubliée. Mais les habitants, eux, jurent encore sentir certaines nuits cette odeur d'humidité et entendre un léger tap-tap-tap venu de sous la terre. 3 ans plus tard, la maison Delcourt fut mise en vente. Une jeune famille, les Lambert, l'acheta à bas prix. Une occasion rare, disait l'annonce. Les travaux commencèrent à l'automne. On repeignit les murs, on remplaça la vieille porte de la cave, on fit disparaître les traces du passé. Tout semblait neuf, paisible, jusqu'au soir du 8 novembre. Madame Lambert appela la police. Ce n'est sûrement rien, mais il y a quelqu'un qui marche dans la cave.
Les agents vinrent, fouillèrent. Rien. Juste un petit jouet en plastique retrouvé sous une latte de parquet, une figurine d'enfant, les bras levés vers le ciel. Le lendemain, leur fils de 6 ans commença à parler seul, la nuit. Elle est gentille, la fille du sous-sol. Elle dit qu'elle attend encore son papa. Les parents pensèrent à un ami imaginaire, jusqu'à ce qu'ils trouvent, derrière le mur de la buanderie, un mot gravé à la craie, « Ne la laissez pas seule ». Ce soir-là, les Lambert ont quitté la maison. Ils ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, le pavillon est encore là, abandonné, recouvert de lierre, la porte de la cave toujours scellée. Les voisins affirment que parfois, tard dans la nuit, une faible lumière s'allume derrière les vitres du sous-sol. Une lumière qui pulse lentement, comme un souffle. Le dossier Delcourt reste, à ce jour, l'un des cas les plus dérangeants de la région. Les psychologues parlent d'un amour devenu cage, d'un père dévoré par sa propre peur. Mais certains, dans le village, murmurent autre chose. Que la fille n'a jamais quitté la maison, que dans le noir, elle attend toujours que quelqu'un ouvre la porte. Et qu'elle n'a plus peur, maintenant. C'est à vous de décider si tout cela n'est qu'une rumeur ou si la maison Delcourt cache encore un secret. Fin du cas Delcourt.